Salut à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast numéro 4 en compagnie de deux. Morgane, salut à tous. Voilà, avec notre cher Morgane. Donc Morgane National. voilà, et vous êtes j'espère sur notre nouvelle chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que les abonnés se sont pas abonnés. Nos abonnés ne se sont pas abonnés à la nouvelle chaîne. Donc, Et oui, mais le podcast a bien tourné comme d'habitude, donc on est content. C'est parfait. on est aussi sur Spotify, on le rappelle. Ouais, et n'hésitez pas à écouter ça en fond, dans la radio, dans la voiture. Vous téléchargez ça à l'avance. Ça prend du temps, donc essayez de faire quelque chose à côté et Si vous ça avez passera. beaucoup de temps à perdre en écoutant nos douces voix pendant 1 heure ou 1 heure et demie, vous Pas du savez temps à où nous perdre, trouver. du temps, du temps à gagner pour se rendre plus intelligent dans la calisthénie. On espère afin de devenir des monstres. C'est ça, c'est ça. Donc aujourd'hui, thème du jour, bah, comme d'habitude, un petit critique ma routine et on enchaînera avec des questions. Cette fois-ci, c'est encore une de mes connaissances qui m'a envoyé son programme. Donc, je vais laisser Morgane envoyer la routine et je critiquerai par la suite. Ok, d'abord, je vais lire les objectifs du mec en question qui nous a envoyé sa routine. Et ensuite, je vous lirai sa routine, qui est une routine axée set and rep, donc plutôt endurance. Alors, ce qu'il nous dit, c'est ça. Mon objectif pour l'instant est uniquement d'augmenter mes max en muscle up, pull up, dips et push up. Ma fréquence d'entraînement est de 2 à 3 fois par semaine, 1h30 par séance, dédiée à ces mouvements et 2 séances par semaine dédiées à une épreuve sportive pour la défense avec un peu de gainage en fin de séance. Mais ça, on n'en tiendra pas compte. Dans l'idéal, je progresse sur la totalité de mes séries. Dans le pire des cas, je tente de progresser d'au moins une répétition par exercice. Au fil des semaines, j'intégrerai du lesté ou du délestage pour éviter la stagnation. J'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire par délestage, mais on comprend qu'ils Je suppose que veulent c'est mettre du peut-être lesté bande, par la ouais, suite. peut-être bande élastique ou assistance avec machine s'il travaille en salle. Je sais Ok, pas. ouais, pourquoi pas, on verra ça dans sa routine. Alors sa routine, elle est assez simple. Il nous a envoyé 3 jours qui sont quasiment identiques. Donc je vais vous décrire sa formule type et ensuite son finisher qui varie. Donc, ces exercices, c'est uniquement des muscle-up, des tractions, des dips et des push-up, donc des pompes. Il a 4 séries de 1 muscle-up, 4 séries de 8 tractions, 4 séries de 16 dips, puis 4 séries de 16 push-up. Et ça, il progresse chaque semaine dessus via l'ajout d'une répétition sur les tractions ou de 2 répétitions sur les dips ou les push-up. Donc je répète, 4 séries de muscle-up, 4 séries de traction, 4 séries de dips et 4 séries de push-up. Sur le muscle-up, il change un tout petit peu le format, mais ça revient simplement presque à rajouter seulement une répétition par semaine. Et il a ensuite ce qu'il appelle un finisher, qui est une longue série d'un enchaînement de plusieurs exercices, où est-ce qu'il a la majorité du temps des muscle-up, des tractions et des dips à la barre, qui sont réalisés dans un ordre différent. Je vous donne un exemple. Il a 5 tractions, 1 muscle-up, 10 dips à la barre, 10 tractions et 10 pompes. Donc c'est en bref une petite routine finisher assez classique dans le milieu du set and rep en street workout, qui est donc l'entraînement de street workout en endurance. C'est Oui, vas-y. ouais, c'est le petit set classique que tout le monde fait et ils essayent de monter souvent leur muscle up à 5 voire 10 muscle up sans lâcher la barre, puis 15-20 dips et puis 10 tractions. Ça, c'est un peu les objectifs à atteindre dans les sets là. Toujours stylé de le caler. Ouais, puis souvent il y a ce genre de séries qui ont certains noms et bien souvent pour entrer dans certaines équipes, parfois, enfin ça a un peu plus le côté street workout américain et totalement set on rep. Parfois, pour rentrer dans une team, il faut avoir déjà fait une certaine routine, une certaine série combinée enfin, pas tout à fait combinée comme on l'entend nous, mais une certaine série en enchaînement de tractions, de dips, Ouais, de muscle-up, etc. c'est des requirements. Voilà, c'est En ça. gros. Donc, c'est les prérequis pour entrer dans une équipe souvent. Donc, déjà, à première vue, on peut voir que dans ses routines, donc je répète qu'il répète ce genre d'entraînement 2 à 3 fois par semaine. Il réalise des muscle-up, des tractions, des dips, des pompes, 4 séries par exercice, qui progressent via l'ajout d'une ou deux répétitions par série, idéalement. Donc déjà à première vue, il réalise les exercices
auquel il veut devenir meilleur. Donc on est déjà bien au niveau du concept de spécificité. D'autres petites remarques, Alexandre? Ouais, quand tu as expliqué la routine, tu as dit qu'il progressait chaque semaine d'une répétition, mais il progresse à chaque séance, et donc chaque 2 jours, il progresse sur un exercice. Voire quasiment tous, en fait. Voilà, parce que Donc, ces 2 ou 3 jours par semaine se ressemblent ou sont quasiment tous identiques. Il y a quasiment que le finisher qui change. Mais sinon, tous les jours, il répète, donc sur ces 2 à 3 jours par semaine, il répète muscle up, traction, dips, pompe. Il y a très peu de variété au niveau des choix des mouvements et il cherche à progresser de séance en séance. Je vous ai dit de semaine en semaine, mais c'est en fait de séance en séance. Là, il nous a montré par exemple un exemple de semaine où est-ce qu'il avait un entraînement le lundi, le mercredi et le vendredi. Et apparemment, il cherche à rajouter une répétition par série aux tractions et 2 répétitions par série aux dips à chaque séance. Donc ça fait quand même une progression assez rapide qui peut être compliquée sur le long terme parce qu'il a, on le répète, assez peu de variété au niveau des choix de ses mouvements et il risque certainement rapidement de se cramer nerveusement sur ces exercices. ouais. Donc, Sans parler aussi des potentielles blessures d'usure parce qu'à répéter pour un aussi gros volume des mouvements similaires, ça peut ne pas être bon sur le long terme. ok. Donc, je vais passer à la critique alors, vu que tu m'as proposé la routine. Donc, ouais, comme on l'a dit, la stagnation risque d'arriver assez rapidement. Donc, les progressions linéaires de jour en jour, moi, je suis pas trop fan. Ça a été pas mal recommandé dans des livres comme Overcoming Gravity, dans les routines de débutants. Donc, il proposait de progresser de séance en séance. Merde. Petit souci audio. Allô? Ouais, Ah, ouais. t'as eu un petit souci de connexion, ouais. C'est bon, Ok. tout va bien. Ça a coupé à partir de quand? T'as dit, il proposait de progresser de semaine en semaine. De séance, j'allais dire, ouais, De séance dans en Overcoming séance. Gravity, ouais, dans les programmes comme ça, on avait souvent dit de progresser de séance en séance. Donc c'était souvent un 3x5 en traction, et le jour 2, tu faisais 3x6, et puis 3x7, et puis si ça marchait pas, tu faisais 3x7, 6, 6. J'ai essayé d'appliquer cette méthode-là avec des clients, c'est assez difficile. Sur le papier, c'est beau, on progresse tout le temps, mais dans la réalité, ça se passe rarement comme ceci. Enfin, ça va marcher, ça va souvent être 7, puis 6, puis parfois c'est des demi-répétitions qu'ils arrivent à réaliser. Mais c'est peut-être plus intelligent de faire une séance légèrement différente le jour 2 par exemple, et de varier un petit peu les paramètres en mode périodisation ondulatoire. Ou alors de garder limite la même séance si vous êtes vraiment sur une type de séance, et seulement la semaine d'après progresser. Parce que là, si l'intensité sur les muscle-up, à moins qu'il démarre vraiment en sous-max et qu'il sait qu'il. Par exemple, là, il fait 4 séries de un muscle-up. S'il sait que son max muscle-up c'est 3, bah, il aura quand même facile à progresser au moins les 2, 3 premières semaines. Donc là, ça peut être intéressant de partir vraiment en sous-max. Surtout s'il fait beaucoup de dips et qu'il a l'habitude de faire des dips lestés ou autre. Après, ouais, ça manque assez de variété de mouvements. Il y a aucune poussée, aucun tirage horizontal, donc au niveau de l'équilibre, c'est pas idéal. Il y a une intensité peut-être trop faible sur la poussée verticale, il y en a pas en fait. Enfin, le Il dips n'y a qu'on pas peut de poussée considérer verticale. comme poussée verticale, mais c'est pas vraiment une poussée verticale. Le dips, c'est plutôt une deuxième poussée Ouais, horizontale c'est qu'une plutôt poussée un bench verticale, press. je pense. Ouais, D'un ouais, je suis développé d'accord. au-dessus de la tête, quoi. Ouais, donc ça manque un peu de poussée verticale, donc tu n'auras pas beaucoup de transfert sur des pompes en handstand si tu as aussi de l'objectif dans ce domaine-là après. Euh, Après, les finishers, c'est beau aussi, mais ça manque un peu. Je trouve ça intéressant de rajouter plus d'endurance musculaire à la fin. Là, il n'y a pas de problème. Puis ça, c'est fun, donc franchement, pour garder une bonne adhérence, c'est un programme. Ça, c'est vraiment cool à faire. Puis tu varies un peu aussi les types de finishers. Tu fais une fois les sets qu'on a dit, tu fais une fois plus une petite pyramide dégressive. Et donc voilà. Et sinon, ouais, peut-être rajouter plus d'intensité sur les dips, t'es fort en endurance. Mais après, c'est l'objectif aussi. Faudrait voir aussi, ouais, tu prends 1 minute 30, 2 minutes. Pour l'hypertrophie et pour les facteurs nerveux comme le muscle up, moi je prendrais au moins 3 minutes, voire 4 minutes entre chaque muscle up. Surtout si tu as des difficultés à les réaliser clean et autres, tu auras vraiment beaucoup plus de progrès à ce niveau-là.
Après, une petite parenthèse sur les muscle-up, moi je trouve que si on les pratique vraiment avec une grosse fréquence, il y a moyen de progresser assez vite. Donc tu vas peut-être passer limite en un mois de un muscle-up à 3 et puis 4 et ça va venir assez. C'est assez dur de programmer les muscle-up parce que la progression elle est quand même tellement technique que ça se fait assez au feeling. Et puis voilà, travail de la coiffe des rotateurs et tout. Ben, ça, tu m'avais dit en message que tu allais probablement rajouter, que tu allais peut-être rajouter du lesté. Et puis bon, c'est vrai qu'on a dit qu'on parlait pas de ce que tu faisais pour tes tests à l'armée, mais c'est globalement juste du gainage de base et autres, ça va pas trop impacter la récupération. Et puis tout ce qui est pompe et tout, musculation poids du corps, bah, tu seras clairement apte à les réaliser, les doigts dans le nez. Donc voilà, je sais pas ce que tu as rajouté, Morgane. Alors déjà, niveau des points forts de cette routine, déjà, parce qu'on va pas parler que du négatif, Ouais, il y a beaucoup de points. Il y a des c'est points dans forts la aussi. lignée de ses objectifs. Il veut Globalement, devenir ouais. meilleur en traction, pompe, muscle-up, et sa routine reflète ça. C'est un bon point. Il y a aussi suffisamment de volume. 4 séries par mouvement par séance, donc en nous disant qu'il fait 2 à 3 séances par semaine de ce type, il a 8 à 12 séries par mouvement, ce qui est correct pour des gains de force. Et même pour l'hypertrophie, son Ouais, volume est ouais, correct. clairement. Ouais, globalement, il va progresser, c'est ça. C'est vrai qu'on critique beaucoup, mais globalement, tu vas quand même progresser. C'est juste que ta progression sera moins certaine et moins longue, peut-être. Si, Moins voilà. durable. Ouais, moins durable. Au niveau des désavantages, des points un petit peu moins bons, ouais, la progression linéaire, donc via l'ajout chaque séance de répétition, ça va peut-être faire qu'il va atteindre rapidement un plateau, parce que il va surcharger plus rapidement qu'il ne va progresser. Vous ne devenez pas suffisamment fort d'une semaine à une autre, D'un jour à euh, l'autre, plutôt. ou même Ouais, dans ce cas-là d'un jour à un ouais, autre. Vous devenez pas suffisamment fort pour rajouter X nombre de répétitions comme il le fait là. Ça peut fonctionner s'il commence son cycle de façon sous-maximale, mais rapidement, vu la vitesse à laquelle il cherche à progresser, donc là on parle de rajouter une répétition sur une série de 8 tractions déjà, donc ça fait déjà plus 12,5% de volume par série, ça fait beaucoup d'ajouts de volume, surtout étant donné que c'est via l'ajout des répétitions par série, donc il risque rapidement d'atteindre un palier là-dessus. Au niveau du choix des exercices, comme l'a dit Alexandre, ça manque d'une poussée verticale, donc type pike push-up, handstand push-up, même une variante de drop militaire, donc aux haltères, peu importe. Et il manque aussi un tirage horizontal. Donc même si c'est deux mouvements sur lesquels il ne cherche pas à progresser, ce ils vont serait être quand même utiles. intéressant de les inclure au moins une fois par semaine chaque, ne serait-ce que pour la santé des épaules, l'équilibre, et par la suite s'il cherche à progresser sur ses mouvements. D'autant plus qu'il peut même avoir un bon transfert de ces mouvements-là vers ces autres mouvements, et que disons que enlever les tractions ou réduire les tractions un jour pour mettre du rowing à la place, ça permettrait de réduire les blessures d'usure potentielles qu'il aurait à faire énormément de traction et de muscle-up chaque semaine. Clairement. Par exemple, au jour 2, tu pourras faire une séance complètement dédiée aux deux mouvements que tu ne fais pas, donc du développé vertical et horizontal. Et ces mouvements-là vont vraiment t'aider à progresser aussi sur les autres. Donc si on devait la corriger, si je devais la réécrire, euh, je rajouterais du rowing, donc un tirage horizontal et un développé au-dessus de la tête, donc développé militaire ou pike push-up, exercice du type. J'équilibrerais ça en réduisant un petit peu le volume sur, disons, les dips et les tractions, donc pour pas non plus avoir un volume extrêmement élevé. Et je réduirais aussi la vitesse de la progression via peut-être l'ajout uniquement de répétitions sur certaines séries, ou comme l'a dit Alexandre aussi, peut-être progresser de semaine en semaine et non pas de séance en séance, donc faire deux séances à suivre la même chose et progresser que à la troisième séance, donc une semaine sur deux dans le cas où est-ce qu'il ferait deux séances par semaine. Ouais. Moi, personnellement, Et si je modifierais, c'est à peu ouais. près tout. Ouais. Moi, si je modifierais ça, comme Morgan, ou alors un autre truc qui peut être sympa, c'est de faire trois séances complètement différentes et tu les répètes chaque semaine. Donc, par exemple, tu gardes ta séance type là le lundi. Le mercredi, tu fais un autre truc style set and reps. Par exemple, vraiment en accumulation, tu dis, allez, je fais 100 tractions et tu vas à fond. Et tu sais que la semaine d'après, tu essayes
d'optimiser, de t'améliorer par rapport à ce que tu as fait avant. Et peut-être le dernier jour, bah, vraiment faire des super séries ou autre chose dans le domaine de l'endurance si tu as vraiment envie de progresser dans ce domaine-là. Et sinon, si c'est plus la, dans l'aspect général, l'hypertrophie et autres, peut-être faire des autres choses plus structurées. Mais voilà. Voilà, c'est à peu près tout. C'était une routine assez simple. Ouais. Assez simple à critiquer aussi. Parce il y avait quelques erreurs assez flagrantes presque, mais c'est quand même une routine qui a la gueule, sur laquelle il va faire des progrès, Ouais, c'est ça. euh, Après, on et voit des qui est routines. Ouais, optimisable. ouais. On voit des routines de ce type qui sont proposées par des grands noms dans le calisthenics. Et ouais, c'est un peu triste parce que ça, ils les vendent à des prix assez chers et c'est tout et ça marche grâce à leur célébrité. Mais au final, ça a fonctionné un peu sur eux. Ça fonctionne 4 semaines, 6 semaines, et puis bah, pas toute l'année, quoi. Donc voilà. Et puis vous n'avez pas besoin d'une routine optimale pour progresser. Il y a ce qui Ouais. fonctionne et il y a ce qui fonctionne optimalement. Et donc beaucoup de gens qui s'entraînent en set and rep d'une façon vraiment sous-optimale, quand on leur propose des façons de s'entraîner qui sont un petit peu plus complexes, mais même pas d'une façon complexe simplement pour les embrouiller ou quoi, simplement pour peut-être optimiser certaines composantes de leur entraînement, ils se disent ah et moi je progresse très bien avec mon set and rep un peu débile. Pourquoi je prendrais une routine plus complexe? C'est un peu quelque chose qui va m'embrouiller. Je progresse déjà bien, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre ce qui vous fait progresser, ce qui vous fait progresser optimalement, et on pourrait aussi parler de ce qui vous fait progresser sur le long terme sans vous blesser. Parce que là, encore une fois, il y a assez peu de variété dans cette routine. Et on peut prédire que via tous les tirages verticaux qu'il fait, qui se ressemblent énormément, donc il y a beaucoup de traction, beaucoup de muscle-up, il risquerait peut-être d'avoir des pathologies d'épaule assez rapidement dans quelques mois. Ouais. Donc, on va passer aux questions alors. Ouais, Yes. Je commence par te poser la première alors, hein. d'accord. Donc, il y a Étienne qui nous en demande beaucoup. Donc, il demande tout ce que vous pouvez dire sur la récupération, méthode, importance et rôle. Donc, on va peut-être pas dire tout ce qu'il y a sur la récupération, dire deux, trois choses essentielles. Donc, je vais te laisser aborder ce sujet. Ouais, donc c'est une question très large que là nous a posé Étienne. Faudrait déjà dire que quand on parle de récupération, avant de penser à ajouter quelque chose pour mieux récupérer, faudrait plutôt en premier lieu penser à supprimer quelque chose, ou enfin à réduire notre volume. Il y a assez peu de choses qu'on peut faire en ajout qui va améliorer notre récupération. Dans la majorité des cas, ce sera avant tout réduire autre chose pour améliorer notre récupération. Cependant, parmi ce qu'on peut faire pour avoir une récupération correcte, des choses très simples, améliorer notre nutrition et notre sommeil. D'abord du côté de la nutrition, ce qui va nous permettre de récupérer efficacement nos entraînements, ça va être l'apport calorique et le total de protéique principalement. Donc pour ce qui est de l'apport calorique, eh bien ça va un peu être soumis à notre phase. Donc si on est en déficit calorique, qu'on cherche à perdre du poids, forcément on va pas avoir le luxe d'avoir beaucoup de calories pour récupérer. Si on est en surplus, au contraire, on aura plus de capacité de récupération. Et si on est en maintenance, on sera quand même aussi assez bien et on aura des capacités de récupération qui seront pour autant assez proches de ce qu'on a en surplus. Au niveau du total de protéines, je reste sur des recommandations de 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Disons que vous faites 75 kg, je vous recommande de manger environ 150 grammes de protéines par jour. Toutes sources confondues, vous optimiserez votre synthèse protéique dans la majorité des cas et votre récupération sera totalement correcte. C'est même quelque chose qui devrait s'appliquer à beaucoup d'autres athlètes, même en dehors des athlètes euh, qui font des entraînements de type résistance, donc la musculation et l'entraînement de force. Même des athlètes d'endurance bénéficieraient d'avoir un apport protéique un petit peu plus élevé que ce qu'ils consomment la majorité du temps. Euh, Souvent, on recommande aux athlètes d'endurance de consommer 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps, Ouais. qui est largement insuffisant. Il faudra aller vers les 1,6 ou même un peu plus haut pour les athlètes d'endurance, pour les sports de combat, ce genre de choses. Bref, je divague un petit peu, mais au niveau de la nutrition, ayez suffisamment de calories, ayez suffisamment de protéines, et ça prendra soin de 90% de l'optimisation de votre nutrition du côté de votre récupération. La fréquence de repas, tout ça sera un petit peu secondaire.
La répartition glucides-lipides dépend largement de vos préférences. Ensuite, pour ce qui est du sommeil, il y a à la fois la quantité et la qualité qui comptent. La quantité, faite au mieux avec le temps que vous avez, et bien souvent, vous pouvez dormir plus de temps que ce que vous pensez. Vous trouvez des excuses. Euh, Allez dormir à 21h comme Allez Morgan. dormir à 21h15 comme Morgane tous les jours et faites des progrès incroyables, ce qui est vrai. Ouais, vous dormez au moins 8 heures par nuit. On peut même dormir jusqu'à 10 heures par nuit lorsqu'on a un athlète et en tirer des bénéfices. Donnez 2 heures de sommeil en plus pendant 2 mois à un athlète et vous aurez l'impression qu'il sera dopé. C'est incroyable. De dormir suffisamment et dormez à heure fixe. Couchez-vous à heure fixe, levez-vous à heure fixe, ça améliorera la qualité de votre sommeil euh, et ça vous permettra de vous endormir plus rapidement. Pour ce qui est de la qualité de votre sommeil, on peut jouer sur plusieurs facteurs. Donc, premièrement, c'est sur l'environnement dans lequel vous dormez. Au niveau du bruit, si vous dormez dans un environnement bruyant, n'hésitez pas à mettre des boules caisses. C'est ce que je fais personnellement. Si vous Ah dormez oui. dans un environnement lumineux, n'hésitez pas à mettre un masque de voyage. C'est ce que vous mettez dans l'avion pour vous couvrir les yeux. Dormez idéalement dans une chambre qui a une température de 18 degrés Celsius. Quoi d'autre comme recommandation? Pareil, bon, pour la qualité de la vitesse d'endormissement, couchez-vous et levez-vous à heure fixe. Et c'est aussi intéressant de limiter votre consommation de caféine. Ouais, je sais que t'allais le dire. De caféine. En fait, la caféine va à la fois retarder votre endormissement, mais aussi réduire la qualité de votre sommeil. Ouais. Certaines personnes arrivent à facilement s'endormir malgré qu'ils aient pas mal de caféine de leur système. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que ça empiète sur la qualité de leur sommeil. Donc, première chose, la caféine. Et de façon assez surprenante, deux autres choses. Le cannabis, qui est un sédatif, donc qui va vous permettre de vous endormir plus facilement, mais qui va réduire la qualité de votre sommeil. Et troisièmement, c'est l'alcool, qui L'alcool, pareil est un encore pire, encore sédatif. pire. Ouais. L'alcool peut vous donner l'impression de vous endormir rapidement, ce qui est parfois le cas, mais ça va vraiment réduire la qualité de votre sommeil en réduisant votre temps de sommeil profond, qui est le REM en anglais, je crois, qui est le Rapid Eye Movement Sleep, qui est le sommeil en fait le plus réparateur. Yes. Et C'est un peu tout ce que vous pouvez faire pour votre récupération. manger des glucides avant de dormir. C'était- Et manger des glucides avant de dormir. Manger des glucides avant de dormir. Euh, Ah, ça- pour la production de sérotonine qui va ensuite devenir de la mélatonine qui est une hormone du sommeil. Ça, c'est pour quelques méthodes pour améliorer sa récupération. Réduisez aussi vos niveaux de stress, que ce soit stress psychologique ou stress physique. Le stress psychologique est vraiment sous-estimé dans son importance dans la récupération. On a par exemple une étude qui nous dit que la récupération des étudiants d'université est 2 fois plus longue lorsqu'ils sont en période d'examen que lorsqu'ils sont en période de cours classique. Donc un entraînement donné le lundi, ils étaient en mesure de le répéter exactement à la même performance le mercredi dans une période de cours classique. Mais au contraire, en période d'examen, ils devaient attendre le vendredi, donc 4 jours au lieu de 2 jours de récupération pour être en mesure de répliquer la performance. Ah, moi, j'ai Donc, faut l'inverse, hein, pas Comment? Personnellement, moi, c'est l'inverse, hein. En blocus, je suis chaud. Tu peux... T'étudies toute la journée, tu penses à ton entraînement, tu vas et t'es trop chaud. Ah bah oui, bah peut-être que tu performes bien, mais peut-être que tu récupères moins bien. Je- Certainement que tu récupères moins bien d'après ces Ouais. données-là. Ouais. On peut pas Après, peut-être toujours. peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus stressés en blocus que je le suis aussi. Ouais, et Certainement. je vais y venir. Votre stress, comment vous le vivez, c'est le rapport entre le stress, disons, objectif qui vous arrive, donc c'est l'événement stressant, et l'autre variable à ça, c'est la façon dont vous interprétez votre stress, Ouais. donc la gestion de votre stress. Différentes personnes connaissant le même stress, le même événement stressant objectif, sera géré différemment par différentes personnes, ce qui va faire que, au final, ça va affecter différemment leur physiologie, donc leur capacité de récupération. Euh, Ce que je vous recommande pour gérer votre stress, je ne suis pas expert en la matière, c'est de simplement vous occuper des éléments stressants que vous êtes en mesure de changer et d'ignorer les éléments stressants que vous n'êtes pas en mesure de changer. S'il y a quelque chose ce sur quoi vous n'avez aucun levier d'action, si c'est un élément stressant mais que vous pouvez rien y faire,
ignorez-le, vous n'allez rien pouvoir faire dessus pour l'améliorer, pour le rendre moins stressant. Si c'est un facteur stressant, type des examens, qui vous stresse parce que justement vous n'apprenez pas vos examens, eh bien vous pouvez apprendre, vous pouvez réviser pour vous mettre en sécurité, pour vous mettre en confiance et pour réduire ici votre stress. Donc les événements stressants que vous ne pouvez pas contrôler, ignorez-les, vous pouvez rien y faire. Et les éléments stressants sur lesquels vous pouvez avoir un impact, travaillez dessus, affrontez-les. Ça peut Et paraître un peu. Ouais. ça résoudra, ça résoudra au mieux, vous gérerez au mieux le stress qui vous arrive. Une petite astuce pour gérer le stress aussi, bah, c'est tout simplement la méditation. Donc on en parle beaucoup aussi et tous ceux qui méditent bah, vous recommanderont de le faire. Et pour avoir pratiqué moi-même, bah, tu sens parfois que tu as la boule au ventre, tu as plein de trucs à faire, tu t'écroules sous le travail, boum, tu te reposes, tu fais de la méditation. Dans la méditation, qu'est-ce que tu vas faire? De la respiration. Tu vas te concentrer sur ta respiration, ça va clairement directement diminuer ton stress. Tu vas penser à tu vas te vider un peu la tête, tu vas te concentrer sur tes sentiments maintenant, tu vas vivre le moment présent et des choses comme ça. Et tu vas pouvoir vraiment évacuer ce stress en même pas 5 minutes de méditation par jour. Dès que tu sens que tu es un peu stressé, que tu as le temps de méditer, n'hésite pas à t'y mettre. Il y a pas mal d'applications qui permettent cela. Par exemple, Petit Bambou, des choses comme ça. Et c'est une bonne manière d'apprendre la méditation. Et, euh, et si tu pratiques ça régulièrement, tu vas pouvoir diminuer des niveaux de stress juste en pratiquant c'est génial quoi. Et ça peut sembler uniquement la méditation, être quelque chose Ouais. psychologique, un placebo, un peu un truc de hippie, mais, mais ça fonctionne réellement et on a même des études récentes qui montrent que ça améliore la récupération. Les gens récupéraient d'un entraînement donné, donc c'était intéressant d'avoir cette étude-là qui mettait en relation la méditation et l'entraînement de résistance, qui montrait que les gens récupéraient plus rapidement, étaient capables de répliquer un entraînement en moins de jours de récupération en méditant que l'autre groupe qui ne méditait pas pendant cette période. Yes. Après, d'autres méthodes de récupération, il y a tout ce qu'on sait, hein. Donc il y a il y a, les bains froids, les saunas. Donc les bains froids, apparemment, tu récupères bien sur le court terme, mais sur le long terme, tu annules certains bienfaits. Donc c'est parfois prendre à faire plutôt en aigu que toute l'année. Et le sauna, par contre, là, il n'y a pas trop de contre-indications, donc ça, tu peux quand même y aller. Des massages et autres, tous les automassages, des étirements et tout ça, c'est plutôt des trucs qui sont pas très prouvés, mais qui aident clairement à la récupération, ne fût-ce que psychologiquement. Donc là, comme l'a évoqué Alexandre, c'est vrai que la cryothérapie et toutes ces méthodes de récupération avec le chaud et le froid, principalement le froid d'ailleurs, oui, ça accède à la récupération, certes, mais ça a comme Ça diminue la synthèse protéique. ça diminue la synthèse protéique, ça diminue les adaptations de force, parce qu'en fait, en réduisant l'inflammation, donc Ouais. qui à première vue, quand on n'y connaît pas grand-chose, on peut se dire que c'est une bonne chose, il faut savoir que les adaptations qu'on va obtenir d'un entraînement donné sont relatives, dans une certaine mesure, au degré d'inflammation qu'on a causé avec cet entraînement. Donc en réduisant l'inflammation causée par l'entraînement, on réduit aussi notre réponse d'adaptation à cet entraînement donné. Donc certes, on récupère plus vite avec des bains d'eau froide, mais on va faire moins de progrès pour chaque séance d'entraînement. Donc ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est peut-être pas super intéressant d'en faire régulièrement parce que ça va réduire les adaptations, les progrès qu'on va faire de chaque séance. C'est cependant quelque chose qu'on peut utiliser avec un athlète qui ne serait pas dans une bonne situation de son point de vue de la récupération, alors que il a une compétition qui arrive bientôt. Si votre athlète est encore a encore les symptômes d'overreaching, donc qui est les symptômes qui arrivent juste avant le surentraînement, dans un sens, pour résumer, et que sa compétition arrive vraiment bientôt, vous pouvez utiliser certaines techniques de récupération réduisant l'inflammation, parce que là, il est plus question tout à fait d'optimiser les adaptations, les progrès qu'on va faire d'une séance donnée,
mais plutôt simplement de se mettre dans des conditions de récupération optimales pour arriver frais le jour J de la compétition. Yes, yes. Après, il y a aussi des autres méthodes comme le jus de betterave ou des choses comme ça, mais ça, c'est à tester. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, mais les études montrent du positif. Donc là, on a parlé de certaines méthodes, mais pour ce qui est de l'importance et des rôles, du rôle, avoir une récupération optimisée, ça vous permet de vous entraîner plus, donc de faire plus de progrès. Donc ça, c'est une première facette. Ça vous permet de vous entraîner plus, donc faire plus de progrès. Ok, première chose. Et la deuxième chose, c'est que à stimulation égale, donc à volume d'entraînement égal, vous prenez une certaine quantité d'entraînement qui est en fait votre rapport, votre input, on dirait en anglais. Si vous récupérez mieux de cette quantité d'entraînement, vous allez aussi mieux vous adapter. Donc, disons que vous êtes blessé ou vous êtes presque blessé et que vous aimeriez vous entraîner et avoir des progrès avec un assez faible volume d'entraînement. Disons que vous devez, par contrainte, rester à moins de 10 séries de tirage par semaine. Et ben, si vous avez une excellente récupération, vous tirerez plus de bienfaits, plus d'adaptations positives de ces 10 séries de tirage par semaine que ce que vous bénéficierez, que ce que vous aurez comme progrès avec une récupération moins importante. Donc première chose, avec une bonne récupération, vous pouvez faire plus pour gagner plus. Et deuxième aspect, avec une meilleure récupération, vous pouvez gagner plus avec autant. Ouais, et vous pouvez aussi éviter les blessures et donc éviter de régresser et de stagner. Il y a beaucoup de gens qui ont des facultés de récupération peut-être moins importantes parce qu'ils s'entraînent moins, mais qui expriment des intensités énormes en un entraînement, et puis ils savent plus s'entraîner pendant une semaine parce qu'ils ne récupèrent pas. Et donc il faut gérer. Pour ça qu'on recommande. C'est pour ça qu'on a beaucoup de recommandations en termes de volume et d'intensité pendant nos séances. Et c'est pas pour rien, bah, c'est pour optimiser cette récupération et pas dépasser cette capacité. Certains athlètes sortent complètement de ce qu'on préconise et arrivent à récupérer, mais c'est un peu des, euh, des perles de la nature, on va dire. Et donc là, ça dépasse un peu la théorie. Donc Ok, je je pense pense qu'on... qu'on a bien parlé sur cette question qui concernait la récupération. On va passer à la suivante, qui est un petit peu en rapport avec la récupération. C'est une question de Renan qui nous dit les déloads, pour ou contre, comment et quand le prendre. Donc je vais laisser Alexandre commencer par répondre à cette question. Donc le deload, je suis clairement pour. Donc, pourquoi? Bah, parce que ça, comme on l'a dit, bah, ça te permet vraiment de récupérer de manière plus importante que pendant nos semaines où on essaie en général d'accumuler soit du volume, soit on essaye d'augmenter l'intensité. Et donc prendre un deload après, ça va permettre de laisser les adaptations arriver, surtout lorsqu'on est plus avancé. Donc quand on est débutant, les adaptations arrivent assez rapidement, facilement, on récupère bien, parce qu'on génère des intensités moins importantes, notre volume n'est pas encore excessif. Quand on est plus avancé, on a besoin d'aller chercher plus haut dans les tours, et un deload va s'avérer nécessaire pour, comme Morgan l'a dit, il y a le concept d'overreaching qui arrive beaucoup plus facilement chez les avancés et qui est parfois nécessaire à beaucoup d'athlètes. Et le deload va permettre de surcompenser juste après un entraînement, une phase de volume, une phase avec beaucoup de volume et d'intensité. Donc, comment le prendre? Ça, il y a beaucoup de différences. Donc, moi, je suis d'avis de le prendre en général ça dépend un peu le cycle qu'on fait. Si on fait un cycle très très intense ou si on fait un cycle avec beaucoup de volume. Donc, si on fait un cycle avec beaucoup de volume, recommande toutes les 6 à 8 semaines, 4 à 8 semaines plus ou moins. Et en intensité, toutes les 4 semaines, voire 3 semaines, paraissent plus intéressantes. Euh, il y a aussi des personnes. Donc, comment le faire? Donc, moi, je divise l'intensité je divise l'intensité de 10%. Donc, par exemple, à la place de soulever 100 kg en squat, je soulève 90. Comme ça, la barre me paraît vraiment light. Et je divise mon volume par 2. Donc, à la place de faire un 5 x 5, je vais faire un 3 x 5. Ou à la place de faire un 4 x 8, je fais un 2 x 8.
Et je garde ma séance, ma semaine exactement la même. Donc c'est vraiment intensité quasiment égale et volume divisé par deux. Après, il y a beaucoup de personnes qui font parfois l'inverse. Ça s'avère parfois moins productif quand même. Et il y a des personnes qui font complètement autre chose pendant une semaine, ils font des autres sports et autres. Là, ils risquent de perdre leurs adaptations qu'ils ont créées pendant le cycle, donc c'est pas forcément la meilleure idée. Ils risquent limite de se désentraîner en une semaine. Après, c'est pas en une semaine qu'on se désentraîne complètement, mais on risque de perdre déjà un peu notre technique sur certains mouvements. Et il y a certaines personnes qui font des décharges plus au feeling, assez réactives. Donc tant qu'ils progressent, ils continuent. Et dès qu'ils progressent plus, ils font un mini deload. Et c'est un peu, ou alors s'ils voient qu'ils se crament trop vite dans leur cycle. Donc on va dire, t'as prévu 8 semaines d'hypertrophie, mais tu vois qu'en semaine 5, 6, t'es complètement grillé. Enfin, on va dire en semaine 5, tu te grilles complètement. En semaine 6, tu soulèves même pas ce que tu as soulevé la semaine d'avant. Bah là, sur ta première série, bah là, tu dis direct, tu prends un deload. Ça s'appelle un deload un peu réactif. Et tu récupères de ça. Donc, ouais, je vais laisser Morgane parce que je tourne un peu en rond là. Ouais, alors tu as traité le deload comme étant un outil pour permettre de surcompenser. Ce qui est vrai, c'est souvent utilisé par des athlètes plus avancés à la suite d'une phase d'overreaching. L'overreaching, c'est quand, sur le court terme, vous excédez vos capacités de récupération et que vous cherchez à avoir des surcompensations assez importantes, donc à la suite d'une période de récupération. C'est une première utilisation du deload, mais l'autre, la plus fréquente, celle pour laquelle on utilise le plus souvent le deload, c'est simplement donc, pour récupérer, dissiper la fatigue qu'on a accumulée dans le cycle d'entraînement passé pour repartir assez frais sur des bonnes bases pour un nouveau cycle d'entraînement productif. Je suis assez d'accord avec la majorité des choses qu'a dit Alexandre. Pour la, comment dire, pour la durée d'un cycle à utiliser avant de prendre un déload, la majorité du temps, je recommande de rester entre 4 et 8 semaines de travail, de surcharge progressive, d'accumulation avant de prendre un deload. Euh, Lui, donc Alexandre a simplement traité la durée du deload à prendre selon si vous êtes plutôt sur un cycle de volume ou un cycle d'intensité. Je pense qu'il y a plus de paramètres à prendre en compte par rapport à ça. Euh, Sachant qu'on sait que le volume est peut-être même plus fatigant que les fourchettes de répétition un petit peu plus basses, donc que l'intensité. Moi, je préconise de choisir la durée de votre phase d'accumulation avant le deload sur trois facteurs. Premier, c'est le volume d'entraînement utilisé. Donc, plus vous avez un volume d'entraînement élevé, plus vous devez avoir un cycle plutôt court, parce que Ouais. vous allez accumuler rapidement de la fatigue. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que plus vous êtes avancé, plus vous allez devoir avoir un cycle d'entraînement qui est relativement court, parce que la fenêtre que vous avez pour faire des adaptations, elle est plus mince que la fenêtre qu'a un débutant. Disons qu'un débutant peut progresser sur un groupe musculaire ou un mouvement, disons les tractions, en faisant entre 5 et 15 séries par semaine. Parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup pour faire des adaptations. Au contraire, un avancé, lui, il va avoir besoin de plus pour avoir des adaptations et aussi, secondairement, il va pouvoir récupérer de plus. Peut-être que, alors que notre débutant, il va pouvoir progresser aux tractions en faisant entre 5 et 15 séries par semaine, l'avancé va progresser aux tractions seulement dans ce sweet spot, on pourrait dire, dans cette fine couche de volume qui serait entre le 16 et le 20 séries peut-être. Et si jamais il fait une progression sur son mésocycle via une augmentation du volume, il va avoir du coup une plus petite fenêtre de tir, donc moins de semaines d'accumulation avant de prendre son déload. Voilà pourquoi je recommande pour les athlètes plus avancés de prendre des déloads plus fréquents, parce que l'entraînement qui est stimulant pour eux est déjà très traumatisant. Donc c'est le deuxième élément, plus vous êtes avancé, plus vos semaines d'accumulation, plus vos cycles d'accumulation seront courts. Je rappelle que le premier élément que j'ai donné, c'était plus votre volume d'entraînement est élevé, plus vos cycles d'entraînement seront courts également. Et on pourrait aussi donner comme troisième règle, plus votre vitesse de surcharge est élevée, plus vous devez avoir un cycle d'entraînement court. Si vous avez un cycle où est-ce que vous rajoutez 250 grammes sur votre action ST par semaine, vous allez pouvoir accumuler pendant plus longtemps
que si vous avez un cycle d'entraînement où est-ce que vous rajoutez 1 kg par semaine sur votre action ST. Donc je répète, je résume, les 3 facteurs qui vont faire que vous avez... Enfin, 3 facteurs sur lesquels vous allez choisir votre durée d'accumulation de surcharge progressive de votre cycle avant de prendre un déload, c'est 1. Le volume. Plus vous avez un haut volume, plus votre cycle doit être court. 2. Votre niveau. Plus vous êtes avancé, plus votre cycle doit être court. Et 3. Votre vitesse de surcharge progressive. Plus vous surchargez agressivement d'une séance à une autre ou d'une semaine à une autre, plus votre cycle doit être court. En ce qui concerne le quand les prendre, donc ça c'est ce que j'ai donné la première règle pour les déloads prévus, planifiés. Alexandre a aussi parlé des déloads réactifs qui peuvent être utilisés, mais je vois 2 désavantages. Le premier, c'est que c'est pas parce que vous faites sur le moment une mauvaise séance que vous êtes cramé et que vous n'allez pas pouvoir progresser sur les semaines à venir. C'est peut-être que vous avez juste eu une mauvaise nuit de sommeil, peut-être que vous entraînez pas à la même heure que d'habitude, donc ça peut jouer sur votre performance. C'est vrai que dans l'exemple que je disais une séance en aigu, mais en général, c'était peut-être, tu sentais que tu étais complètement flingué, et puis la séance là était pas bien, que la deuxième après elle était pas bien non plus. Après, je dis ça parce que souvent, et notamment avec le modèle de Bayesian Bodybuilding, pour ceux qui connaissent, ils prennent des déloads réactifs lorsque ils atteignent un certain RPE à une série où est-ce qu'ils auraient dû être un RPE plus bas. Et du coup, ils prennent un déload réactif avec où est-ce qu'ils font plutôt l'explosif, etc., etc. Donc là, dans le cas des déloads réactifs de Bayesian Bodybuilding, par exemple, le déload réactif est pris sur une semaine, sur une série particulière, une séance particulière. Donc première raison pour laquelle je suis pas toujours pour les déloads réactifs, c'est que c'est pas parce que vous faites une séance sur le moment qui est moins bonne que les autres que vous n'allez pas faire des bonnes séances demain, après-demain, la semaine suivante. C'est peut-être que juste sur le moment, c'est pas les conditions idéales. Et la deuxième raison qui fait que je suis pas tout à fait pour, dans la majorité du temps, les déloads réactifs, c'est que peut-être que musculairement ça va, peut-être que nerveusement ça va, mais si tout va bien et que vous vous retrouvez à accumuler pendant très longtemps, vous offrez pas de période de récupération à vos tissus conjonctifs. On sait qu'il y a assez peu de corrélation entre la douleur et la dégradation des tissus. Peut-être que vous avez pas mal aux articulations, mais peut-être que vos articulations sont vraiment dans un très mauvais état. Peut-être que vous êtes à la limite de la tendinopathie, ou même que vous avez une tendinopathie que vous ne sentez pas encore. Peut-être que vous êtes à la limite de vous déchirer un tendon, tout simplement, mais vous ne le savez pas. Et si tout se passe bien musculairement, nerveusement, et vous continuez d'accumuler des semaines et des semaines d'entraînement sans prendre de déload, vous allez peut-être vous blesser. Donc en fait, en faisant un déload planifié, vous vous offrez de la sécurité, et de toute façon, vous allez perdre rien du tout, en fait, à simplement prendre une semaine facile, une semaine de déload. Ça va rien changer sur votre progression sur le très long terme. On a même des études, bon, certes sur les débutants, mais qui montrent que tu avais 2 groupes. Tu avais un groupe qui faisait plusieurs cycles d'entraînement de 6 semaines, et tu avais un groupe qui faisait également plusieurs cycles d'entraînement de 6 semaines, mais qui prenait, je crois, 2 à 3 semaines d'arrêt entre chaque cycle d'entraînement. Donc c'était 3 fois 6 semaines dans les 2 cas. Et les 2 groupes ont gagné tout autant de muscles, tout autant de force sur la même période de temps, alors qu'il y avait un groupe qui s'entraînait, entre guillemets, par intermittence. Il y a une raison sur comment prendre les déloads. Il y a une justification pour le fait de quand même s'entraîner, quand même aller à la salle et ne pas faire autre chose. Comme disait Alexandre, il y a des personnes qui font totalement d'autres activités, qui vont se mettre à faire d'autres sports, un petit peu de cardio, qui vont pas du tout aller à la salle ou au parc. C'est bien pour leur santé psychologique, par exemple, et si ça peut leur permettre de revenir plus motivés à la suite, c'est bien. Mais optimalement, vous bénéficierez quand même d'aller vous entraîner et de réaliser les mêmes mouvements que ce que vous faites d'habitude, mais simplement d'une façon plus légère, avec moins de volume, encore une fois, pour maintenir vos adaptations nerveuses, pour maintenir votre qualité technique sur les mouvements, et pour ne pas revenir la semaine suivante en ayant perdu un petit peu d'adaptation technique, ne plus tenir handstand, à avoir dégradé votre exécution sur la majorité des exercices, etc. La façon dont j'aime bien moi prendre les déloads, c'est un petit peu comme Alexandre. Je réduis le volume de moitié, et ça m'arrive aussi de réduire soit l'intensité,
soit les répétitions pour globalement baisser l'intensité relative. Donc augmenter un petit peu la distance à l'échec, prendre une marge de sécurité, faire environ 2 fois moins de séries. Et c'est aussi une période pendant laquelle vous pouvez, si jamais vous vous entraînez 2 fois par jour, en profiter pour faire uniquement une séance, donc en combinant vos 2 séances. Ça peut vous libérer du temps. Ouais. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le deload. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. T'as des choses à ajouter, Alexandre? Bah, je voulais juste rajouter avec, on parlait des gens qui vont moins à la salle, mais aussi les mecs qui sont tellement accros qu'ils c'est aussi un peu une manière pour eux d'en faire un petit peu moins de temps en temps. Parce que on sait que les mecs les plus assidus, ben, on a envie d'être là tout le temps à la salle. Et le fait de faire une deload, ça permet de venir quand même à la salle. Avec, si on, une deload avec la même fréquence et en diminuant juste le volume. Et ça permet d'avoir le sentiment de s'entraîner quand même. Et psychologiquement, c'est ça aussi un bon point. Et puis bah, tous les bienfaits de la deload. Donc, des deload, c'est clairement que du positif. Donc, faites des deloads. Et enfin, pour prendre un deload, c'est montrer que vous êtes mature suffisamment dans vos entraînements. C'est montrer que vous êtes capable de prendre des décisions raisonnées et de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus à vouloir s'entraîner chaque semaine à fond. La décision raisonnée, c'est de prendre des déloads parfois, comme je dis, tous les 4 à 8 semaines. Peut-être en profiter pour prendre un déload sur une période de vacances. Faire un petit peu autre chose de votre vie, ça va pas ralentir vos progrès et ça va vous prouver à vous-même que vous êtes capable de prendre une décision raisonnée pour, disons, la santé de votre pratique. Ouais. Si vous avez jamais fait de deload, je vous invite clairement à essayer. Donc personnellement, je connaissais pas les deloads en ayant pratiqué, donc je crois que j'ai fait 3 ans d'entraînement, peut-être bah, avec des deloads sans faire exprès, mais peut-être genre tu faisais 2-3 jours de récup ou quoi. Et la première fois que vous allez prendre un vrai deload, vous allez vraiment vous sentir comme un miracle, quoi. Vous allez le lendemain de la deload, vous avez une pêche de malade et autres. Il ne faut pas confondre ça avec un tapering non plus. Vous devez pas exploser vos records la semaine d'après parce qu'il faudra repartir sur un nouveau cycle avec toujours garder des répétitions dans le tank et tout. Mais vous allez vraiment vous sentir comme un homme nouveau. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, on a bien fait le tour du sujet. Je Ah, te là pose c'est la une prochaine. question, ouais, voilà. C'est une Ouais, question pour moi. de toute façon, c'est pour toi. Ouais. Donc, Morgan a été la semaine passée, week-end passé, au workshop de Yuval. Il nous a déjà fait une petite vidéo là-dessus, mais est-ce que tu aurais quelques tips supplémentaires après ce magnifique week-end avec Yuval? Ok, alors pour remettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas, j'étais le week-end dernier, donc j'enregistre le podcast, nous sommes le 20 octobre. J'étais les 12 et 13 octobre à Paris à un workshop de Yuval Ayalon, A-Y-A-L-O-N, qui est un handbalancer enfin, mondialement reconnu. C'est quelqu'un qui pratique depuis assez longtemps, il a 46 ans, il a beaucoup d'expérience. Et c'est une référence dans le milieu des handstands, donc du handbalancing. Un workshop, ça consiste en quoi? C'est le plus souvent une journée ou 2 jours, ici dans ce cas-là, donc un week-end. Ou est-ce que c'est un stage pratique? Ou est-ce qu'on est en groupe, donc une dizaine ou une vingtaine maximum souvent, avec un expert d'une discipline dans un champ, et il offre en quelque sorte des cours privés, où est-ce qu'il nous montre un tas d'exécutions, d'exercices, on lui pose des questions, on pratique, il corrige nos exécutions, il nous donne des conseils par rapport à notre cas. C'est une expérience qui va vous faire progresser rapidement, qui va vous renseigner rapidement sur un sujet. C'est en quelque sorte une conférence, mais pratique. Donc c'est exactement ce qui nous intéresse, nous, dans le milieu de l'entraînement. Pour rester plus précisément ici dans le cas du workshop que j'ai fait avec Yuval, c'était 2 journées de 3 heures par jour. Et j'étais dans le cours intermédiaire avancé. Donc le prérequis c'était de tenir pendant 30 secondes un handstand en libre. Donc je suis... Il a vérifié? Non, il a pas vérifié, il a pas vérifié, mais ça va, c'est quelque chose que j'ai quand même. Mais il y T'imagines, avait... t'arrives et Et tu tiens pas. là tu y arrives, t'es dans ton pire jour, tu tiens pas un handstand, ton meilleur handstand il est en banane, tu tiens 10 secondes, c'est terrible.
Il y avait des gens vraiment forts, vraiment très souples. Il y avait deux filles qui avaient des one-arm handstand. Donc il y avait du bon niveau. Et, euh, et j'étais le pire. Certainement, j'étais le Ouais, pire. t'étais le pire. J'étais Putain. le pire des meilleurs. C'est déjà Et les, ça. et les autres, c'était des mecs qui faisaient du cirque ou des disciplines comme ça, ou il y en avait qui faisaient du street aussi Non, je crois pas qu'il y en avait qui venaient du street ou de la calisthénie. Il y avait des filles qui venaient du yoga. Il y du avait yoga, ouais. un couple qui faisait des spectacles, ou qui prévoyait de faire des spectacles donc de cirque. Ouais. Et ouais, il y avait des performeurs, comme on dit en anglais, des circassiens. Donc ils étaient assez Ouais. forts. Qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon de cette expérience? Déjà, première chose, il faut travailler la souplesse. Vous voyez Yuval faire ses presto handstand, donc ses montées en force. Ses épaules ne dépassent pas le bout de ses doigts lorsqu'il fait sa presse. Donc vous voyez à quel point il reste très ouvert au niveau des épaules. Imaginez ce que je dis. Ses épaules ne dépassent pas ses doigts. Donc en fait, il reste vraiment extrêmement droit, un angle très ouvert au niveau de l'épaule. Ça, Euh, et- presque comme moi, quoi. Après, ouais, exactement. Le handstand normal d'Alexandre, c'est la position basse de la presto handstand de Yuval. Donc, première leçon, travaillez votre mobilité parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Travaillez votre straddle, travaillez votre grand écart frontal, latéral. Ça va vous offrir beaucoup de possibilités dans les handstands avancés, particulièrement pour le one-arm handstand et les presto handstand. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a un peu ouvert les yeux, c'est que j'avais pas une bonne ligne. J'étais un peu en flexion de hanche. J'étais un peu pike. J'étais pas tout à fait droit. J'étais un peu fermé au niveau des hanches. Donc c'est l'inverse du handstand banane, où est-ce qu'on est cambré le plus souvent. Ouais, c'est une Euh, erreur qu'on fait beaucoup. J'avais pas un handstand propre. Une fois qu'on a passé le stade du banane, souvent, c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'on vient plus fermer les hanches. Après, parfois, on a les épaules qui avancent plus à cause de ça aussi, donc Donc, ce qui m'a permis de corriger ma ligne, c'est de un penser à vraiment placer les épaules au-dessus des poignets. Donc, pas les épaules au niveau du bout des doigts, parce que là, ça ferait que vous seriez un petit peu en mini planche, mais vraiment chercher l'alignement total des épaules au-dessus des poignets. Donc, vraiment d'avoir les bras avant-bras, vertical. Donc, première chose. Et deuxième chose, plutôt que de se concentrer à ce qui se passe au niveau du corps. Corps, c'est O-R-E, hein, donc vos abdominaux, votre ceinture abdominale, grossièrement, ceinture abdominale et pelvienne. Plutôt que de penser à ce qui se passe au niveau du corps, pensez plutôt à uniquement tendre les jambes au maximum et à tendre vos chevilles. Et ça va naturellement créer suffisamment de tension dans votre bas du corps et votre corps. Corps, c'est O-R-E, encore une fois. Pour avoir un bel alignement, ça va mettre suffisamment de tension sans en mettre trop. Et ces deux choses, donc tendre les genoux, les chevilles et avoir les épaules au-dessus des poignets, c'est ce qui m'a permis d'améliorer là directement, quasiment, mon alignement. Donc première chose, travailler sur sa souplesse. Deuxième chose, au niveau de l'alignement, ce que je viens de dire. Troisième chose, c'est qu'il faut beaucoup de pratique, beaucoup de pratique. N'hésitez pas à en faire beaucoup, donc au niveau de la fréquence. Donc bien sûr, augmenter ça au fur et à mesure des semaines. ouais. Faire beaucoup Attends, de pratique. est-ce qu'il parlait de combiner ça avec un entraînement comme nous, par exemple? Parce que faire beaucoup de pratiques comme il préconise. Donc, j'ai eu accès récemment à un bouquin de Handstand Factory. Ouais. C'était pas mal. J'ai le e-book et les entraînements sont assez volumineux, mais combiner un tel entraînement à des grosses séances de push comme on fait, c'est assez hardcore. Donc, tu risques vite de te blesser, malgré que le handstand soit moins fatigant comme on le préconise souvent. Je pense qu'il ne faut pas non plus abuser de ça et rester dans des volumes plus raisonnables si on a d'autres objectifs de force. En fait, on peut rapidement. Enfin, donc là, tu as dit que c'était pas combiné avec beaucoup de volume de push, c'est ça? Ouais, Beaucoup d'exercices ouais, de poussée? Ouais. ouais, Ok. ça. Bah, même d'autres entraînements en général, quoi. C'est vrai que même faire des grosses squats et tout, avec ça, Ouais, c'est c'est quand même. c'est- c'est une fatigue globale, c'est vrai, qui Ouais, s'accumule, mais on va quand même rapidement pouvoir construire de la capacité ouais, la parce que capacité se construit, je suis d'accord. les handstands, c'est quelque chose parce que. Enfin, on va pas l'échec au handstand en fait, vous voyez. Si vous échouez votre handstand,
C'est un souci technique d'équilibre plus que vraiment de force dans la majorité des cas, à moins que vous fassiez des holds au mur, ce genre de choses, ou des presses, ou enfin bref, des éléments plus en force. Et rapidement, on est capable de créer cette capacité en augmentant progressivement le volume. Et en plus, le handstand, c'est un mouvement assez spécifique, même très spécifique. Très spécifique, donc il apporte euh, assez peu de fatigue sur d'autres mouvements du fait que l'angle articulaire soit très spécial, que ce soit un exercice statique, ce genre de choses. Donc la troisième leçon, je la maintiens quand même, c'est que faut faire pas mal de volume sur le handstand et pas mal de fréquences pour progresser dessus. Et donc bien sûr, c'est à mettre, c'est à nuancer avec les autres entraînements que vous avez à côté. Mais Mais je voulais savoir s'il en avait parlé. Parce que, ouais, non, il a pas parlé c'est ça, ouais. de d'autres entraînements à côté, puisque là, les gens qui avaient au workshop, c'était uniquement des personnes qui faisaient des handstands. C'est Donc ça. au moins, j'étais le pire, mais j'étais quand même le meilleur dans ceux qui faisaient autre chose que les handstands, car j'étais le seul qui faisait autre chose en plus des handstands. Je peux me dire ça au moins. Mais même si ils recommandent d'en faire beaucoup et qu'ils recommandent d'en faire beaucoup pour les athlètes qui ne font que ça, même nous qui faisons les deux, donc des handstands et de la force, on peut faire beaucoup plus de handstands que ce qu'on pense. Ouais, Et ouais. surtout si on met ça sur une autre séance, donc une séance le matin et la séance de force l'après-midi, on a parlé de ça il y a un podcast ou deux. Et aussi, si on répartit ça sur une haute fréquence d'entraînement, donc sur 4, 5, 6 jours de handstand par semaine, on peut se faire des séances assez courtes qui sont au final peu fatigantes. Troisième leçon, du coup, beaucoup pratiquer. Quatrième leçon, beaucoup pratiquer, mais avec beaucoup de qualité. Ouais. Il nous a donné des conseils au niveau du tracking, de comment suivre la façon dont vous programmez vos handstands. Sur votre carnet d'entraînement, vous vous dites, ok, aujourd'hui je lance X handstand et en fonction de ce que je vais tenir, je vais marquer dans le carnet d'entraînement, j'ai tenu Y handstand sur les X lancés. Ça, c'est quelque chose que pas assez de personnes font Ouais. et Ouais. c'est très important pour les handstands d'avoir non pas uniquement beaucoup de pratique, mais aussi beaucoup de pratique et de qualité. Si je peux vous témoigner un petit peu de ce que je fais dans mes entraînements désormais, donc là, toutes les séances handstand que j'ai fait cette semaine, donc il y en avait 5 je crois, 5 ou 6. Je fais d'abord une routine. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo là Ah sur ouais, le workshop que j'ai fait avec Yuval et je parle de cette routine là. ouais, la Il routine, nous c'est sympa. recommande de répéter plusieurs fois une certaine routine. Donc qui est vous lancez votre handstand et vous enchaînez sur plusieurs positions de jambes que vous allez tenir 2 fois chacune. Donc là dans mon cas j'ai fait straddle, je tiens 2 secondes, tuck, je tiens 2 secondes, full et je répète ça encore une fois. Donc à nouveau straddle, tuck, full. Ça je le répète 3 à 5 fois. Et ensuite, je note sur mon cahier d'entraînement, ok, j'ai tenu 3 sur 5, j'ai tenu 4 sur 5, j'ai tenu 3 sur 3. Et ça va vous Ok. forcer à avoir de la qualité sur chaque hold. Pourquoi c'est important? C'est parce que chaque handstand que vous lancez, mais que vous ne tenez pas, ça vous crée une mauvaise habitude. Ouais. Parce que souvent, ceux-là, Ça on les note associe. pas, hein. Ouais. Souvent, on les note pas sur notre carnet. Tu vois. Sur notre carnet, on dit je dois faire 5 fois 30 secondes de handstand. Et puis, dès que t'en as raté un, bah, tu le notes pas et tu refais une série en plus. Et donc, tu vois peut-être pas ta qualité de réussite. Voilà, c'est le ratio qui est intéressant, Ouais. c'est intéressant à voir. Et quand vous lancez un handstand en étant peu concentré et que vous le ratez, vous associez le fait de lancer un handstand avec le fait de ne pas être dans un état de concentration vous permettant de tenir un hold de qualité. D'ailleurs, là, j'utilise l'expression lancer, mais je devrais plutôt dire entrer en position d'handstand, parce que lancer, ça reflète que vous entrez dans votre position d'handstand d'une façon assez aléatoire, donc qui est le kick-up qu'on fait tous. Et c'est aussi une leçon que j'ai retenue du workshop avec Yuval, c'est Ouais. qu'il faut inclure, et j'en parle dans ma vidéo, un tas d'entrées différentes. Donc des kick-up classiques, donc en ayant déjà les mains posées au sol et vous lancez les jambes, mais aussi en partant d'une position de fente comme font les gymnastes et vous lancez vos mains au sol de la sorte, donc en partant d'une position de fente debout. Aussi, troisième méthode, Lancer de la mauvaise jambe, il l'a recommandé. ouais, travailler autant une jambe que l'autre. Ça doit C'est être dur. hardcore, ça. J'avoue que j'ai pas encore fait, mais C'est j'ai pas dur, envie. mais faut travailler. De la même façon qu'il faut pas travailler le one arm handstand que d'un côté, bien sûr. Ouais. N'hésitez pas aussi à faire des entrées en tuck.
Donc en partant à genoux, vous posez vos mains devant vous, vous poussez sur vos jambes, ça part en tuck, ça le monte en full. Ça c'est plutôt recommandé si vous avez déjà fait un petit peu de tuck auparavant. Vous pouvez aussi lancer ça en straddle. Vous pouvez lancer ça en 7, donc c'est la position en L. Bref, un tas de positions différentes. Vous pouvez faire des press to handstand pour arriver en position aussi. Ouais, faut la maîtriser aussi. Ouais, faut la maîtriser aussi. Donc, ajoutez de la variété dans vos façons d'entrer dans la position, ça va vous apporter du contrôle. Ça va aussi vous apprendre à rattraper des handstands qui seraient en train de tomber. Donc, si vous êtes déjà efficace pour monter en handstand en tuck, il y a plus de chances que vous soyez capable par la suite de rattraper un handstand qui part un petit peu en cacahuète. Ouais. Je sais pas si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête là pour l'instant pour le workshop. Je pense que c'est tout. Donc pour résumer, 1. Travailler sa souplesse. 2. Pratiquer beaucoup. 3. Pratiquer beaucoup avec de la qualité. 4. Tenir un carnet d'entraînement où est-ce que vous rendez compte de vous tenez compte de votre ratio. Donc vous vous dites ok, aujourd'hui je lance 15 handstands et vous marquez ok 12 sur 15. J'en ai tenu 12 sur les 15 entrées. Et je sais plus à combien de points je suis, 5. Utilisez différentes entrées pour vos handstands et travaillez aussi différentes positions. Ne faites pas que du handstand full. Faites du mini straddle, faites du straddle, faites du mini tuck, faites du tuck, faites du une leg en 7, donc en L, et l'autre jambe en full, ou alors une jambe en 7 et l'autre jambe en tuck. Bref, expérimentez avec un tas de positions. Ça va vous donner du contrôle pour progresser vers le one arm par la suite. Ouais. Moi, je t'avais demandé une question là sur Insta, et puis tu m'avais dit, je t'avais demandé au niveau du regard, parce que Daniel, il nous avait vraiment conseillé à fond fixer le sol. J'avais entendu aussi 2-3 balancers dire ça. Puis sur Handstand Factory, il t'apprend vraiment à utiliser le head in pour créer un meilleur alignement. Et, et là, je suis en train de pratiquer pas mal de head-in. Je trouve que ça ouvre C'est quand même dur. pas mal ma ligne. C'est dur à s'y habituer, mais je pense que utiliser ce drill-là sur, comme tu m'as dit, des positions qu'on maîtrise bien, ça permet vraiment d'être plus professionnel dans cette position et utiliser, comme tu m'as dit, le regard pour des progressions où on maîtrise un petit peu moins, où on travaille, où les progressions où on est en train de travailler dessus. Je crois que c'est comme ça que si je résume bien l'approche. Ouais, alors c'est donc parce qu'il faut aussi appliquer donc une notion en quelque sorte de surcharge progressive sur le long terme en handstand, donc toujours faire des positions plus complexes. Et une façon de rendre une position à handstand plus compliquée, c'est de bouger le placement du regard. Donc la majorité du temps, on regarde entre nos mains, donc on regarde même un petit peu presque devant nos mains, donc on regarde au niveau de nos phalanges. Donc on trace une ligne entre nos deux phalanges, donc première phalange, donc l'insertion des doigts en quelque sorte. On trace une ligne entre nos deux mains à l'insertion de nos phalanges et on regarde au milieu de cette ligne, ici. Donc on regarde entre les mains, plutôt vers le haut de la main, la majorité du cas, et on fixe le regard, ça nous aide à avoir un meilleur équilibre. C'est une composante de l'équilibre. Essayez, ne serait-ce que de vous tenir sur une jambe, de regarder quelque chose, de fixer quelque chose. Vous trouverez beaucoup plus facilement votre équilibre que si vous avez les yeux fermés. Voilà, première chose. Donc en handstand, c'est plus facile de tenir votre équilibre si jamais vous regardez entre vos mains. Et du coup, pour le coup, si vous placez le regard autre part, donc ici dans le cas du head-in, c'est non pas regarder entre les mains, mais on recourbe la tête pour regarder en fait derrière nous. Ça rend l'exercice plus difficile, la position plus difficile, et c'est un facteur de surcharge progressive supplémentaire. Donc si vous êtes déjà à l'aise, disons, en tuck, mais que vous n'êtes pas encore assez fort pour faire du 7, donc le 7, je rappelle, c'est quand vous êtes en position d'équerre, donc en position de L-sit inversé, on pourrait dire, et bien la transition entre votre tuck et votre 7, ça pourrait être de faire du tuck en head-in. Et ainsi, comme ça fait un peu le pont entre deux progressions. Pareil, ça peut s'appliquer au straddle, ça peut s'appliquer à un tas d'autres positions. C'est une façon de faire le pont entre deux positions et de rendre une position toujours challengeante
alors que vous avez commencé à la maîtriser un petit peu. Yes. Voilà, on a fait pas mal de tours sur cette question là. Petit podcast de Einstein, c'était cool. C'était vraiment des bonnes informations. Ronan nous pose une nouvelle question et je vais te la poser, une question vachement intéressante. Ronan nous demande quelles sont les ressources que vous recommandez. Entre parenthèses, livres, sites, podcasts, donc tout type de contenu. Ok, donc déjà dans ce podcast-ci, en ayant vu la question avant et dans ce podcast-ci avec les questions qu'on a répondues, je pense qu'une très bonne source c'est The Scientific Principles of Strength Training. Donc là, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses de ce livre, ne plus qu'en termes de volume, en termes de durée de durée de cycle, de deload et autres. Je pense que tout est super bien expliqué dedans et vous ne pouvez pas, pas vous tromper en lisant ce livre-là. Même si c'est fort pour le powerlifting, mais c'est une source sûre pour la calisthénie. D'autres livres, comme je l'ai cité plus tôt, Overcoming Gravity, c'est quand même une base dans ce qui est au poids du corps. Même si parfois, là on a dit que la progression linéaire était parfois limitée. Je pense que il y a quand même beaucoup de choses super que Stephen Lowe a apporté qui sont géniales. Donc en livre au poids du corps, pour l'analyse du mouvement, il y a quand même pas mal de bouquins. Genre Becoming a Supple Leopard, c'est pas trop mal. Il vous ouvre les yeux sur pas mal de mouvements. Vous affinez votre regard, même si pas mal de concepts sont parfois critiquables dedans. C'est comme tout, il y a toujours du bon, du pour et du contre. Mais il faut essayer de sélectionner ceux avec le plus de pour. Il y a, voilà, en français, il y a peut-être la Bible de la prépa physique qui est vite fait intéressante. Essayez quand même d'apprendre l'anglais, c'est carrément mieux. Au niveau des sites pour le poids du corps, nous on est fan de Lab Code Fitness, donc on tire pas mal d'informations de eux. Il y a tous les forums comme Reddit, donc on trouve des bonnes routines, on trouve pas mal d'informations. Il y en a beaucoup qui postent leur routine et donc c'était un peu de là que j'ai tiré ce concept. Donc il y a un truc, c'est post your routine et ils disent un peu tous les trucs et t'as des mecs comme ça qui critiquent. Il y a des topics, il y a pas mal de choses. Vraiment, le forum là, il est parfait. Il y a Daniel Vadnal qui a sur son site Fitness Facts ouvert une section VIP, mais maintenant il l'a mis gratuite. Donc moi je vous conseille de vous inscrire dessus. Vous allez pouvoir accéder à pas mal d'informations gratuitement aussi. Et puis il y a encore je ne saurais pas vous en dire, mais avec le temps, on trouve toujours une nouvelle source. Il y a pas mal de choses. Au niveau des podcasts, il y a tout ce qui est. Nous, on est assez fans pour l'instant en ce moment de Stronger by Science. En français, ce qui est pas trop mal, c'est Christophe Bonnefond là, avec Yam. C'est de Yam Podcast, je crois que c'est pas trop mal. J'ai longtemps écouté du Rudy Koya aussi, mais c'est plus musculation, mais il y a quand même du bon à prendre aussi, même s'il y a beaucoup de trucs à critiquer. Il vous cite quand même des bonnes choses. Euh, et puis en anglophone, il y a aussi en calisthénie, justement, la Côte Fitness qui font des bons podcasts. Il y a Tyson Edwards qui est là pour l'instant, en ce moment, qui fait Tyson Versation, et donc il fait des bonnes choses. Il y a pas mal de podcasts américains sur Juggernaut Training System. Là, ils font vraiment du bon taf aussi. Ils invitent allez, par exemple des lanceurs de marteau olympiques à parler un peu de leur lifestyle et tout, et c'est vraiment génial. Et ouais, voilà. Et puis, du coup, en podcast, il y a nous. Là, Et c'est nous, bien une sûr, source sûre. votre podcast préféré. Donc, n'écoutez personne d'autre. Voilà, ouais, je pense que si t'en as un ou deux à rajouter en plus. Alors, t'as dit déjà beaucoup de choses, mais je vais procéder par catégorie. Déjà en livre, je suis d'accord avec Alexandre qui a stipulé The Scientific Principle of Strength Training. Donc on mettra bien sûr toutes les références dont on a parlé en description, donc que vous écoutiez sur YouTube ou sur Spotify. Donc The Scientific Principle of Strength Training, c'est un livre de Mike Strethal et de... Comment il s'appelle son acolyte powerlifter? De... Je sais plus le nom, ouais, je peux te dire. Bref, un mec également assez intelligent et extrêmement fort.
Donc Max Rethel qui est le directeur de Renaissance Periodization. En général, Renaissance Periodization font un excellent travail. Donc ce livre, Scientific Principle of Strength Training, je m'en mets les pinceaux, ça va vous apprendre beaucoup de choses. C'est un petit peu complexe au début, mais ça va vous donner une idée générale de comment fonctionne l'entraînement. Ça va vous renseigner sur les notions de fatigue, sur le déload, sur pourquoi vous allez vous entraîner dans certaines fourchettes de répétition, pourquoi c'est pertinent de faire certaines phases ou d'autres phases à certains moments. Ça va vous renseigner sur le choix des exercices. Donc malgré que ce soit spécifique au powerlifting, vous pouvez quand même appliquer ça Ah, à c'est l'entraînement de calisthénie. Chad Wesley Smith. C'est celui de Juggernaut aussi. Ah voilà. Ouais. Donc un mec très intelligent et très fort. Tout ça pour vous dire que c'est une référence de qualité. Il me semble pas que tu l'aies stipulé, mais il y a également les livres de Eric Helms. Ouais. Donc, qui sont en fait les pyramides. Donc ici, j'ai The Muscle on Strength Pyramid Nutrition, donc qui existe aussi pour l'entraînement. Donc c'est des livres de Eric Helms, donc qui a un doctorat, qui a un PhD, donc c'est un équivalent, je crois, des masters en nutrition. Et il en a aussi un en physiologie de l'exercice, ou une terminologie du style. Donc c'est un livre de 150 pages. Pardon, c'est un livre de 150 pages, assez pratique. Donc vous allez rapidement comprendre quoi appliquer à vos entraînements. Ici j'ai la version nutrition, mais il y a aussi la version d'entraînement. D'autres livres à conseiller, donc Alexandre a parlé de Overcoming Gravity. Bon, ça fait 700 pages. Certaines personnes sortent plus embrouillées qu'autre chose d'Overcoming Gravity, mais vous allez quand même apprendre toutes les progressions. Ça propose des routines quand même qui sont fiables. D'autres livres au niveau de la nutrition, les livres de Lyle McDonald, donc Lyle L-Y-L-E, sont extrêmement intéressants. C'est un nutritionniste qui écrit depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Il a écrit des livres sur quasiment tous les sujets, des livres de plusieurs centaines de pages référencés scientifiquement. Il est extrêmement intéressant et ça emmène d'ailleurs au sujet des podcasts. Écoutez toutes les interviews de Lyle McDonald sur la nutrition. Extrêmement intéressant. Pour rester dans la nutrition et les podcasts, vous pouvez écouter ce que dit Martin McDonald aussi. Donc Martin M-A-R-T-I-N bien sûr. D'ailleurs c'est marrant, putain. C'est des nutritionnistes, les deux ont pour nom de famille McDonald. C'est assez marrant. Toujours dans les podcasts de nutrition, vous avez 300 épisodes de podcast ou même plus du Sigma Nutrition Radio Podcast, donc qui est tenu par Danny Lennon, qui est un nutritionniste, je crois, australien ou néo-zélandais, qui est spécialisé dans la perte de poids pour l'atteinte de catégories de poids en sport de combat. Mais il est simplement hôte dans son podcast. Donc il accueille un tas d'intervenants très intéressants sur un tas de sujets différents, donc que ce soit la performance, la santé, la composition corporelle, tout ça pour la nutrition. D'autres podcasts plutôt axés entraînement. Alexandre a parlé du Stronger by Science podcast qui est tenu par Greg Knuckles, donc, qui a beaucoup de connaissances sur l'entraînement en force, donc le powerlifting, et Eric Trexler qui est lui plutôt dans la nutrition. C'est un expert des adaptations métaboliques. C'est principalement son premier champ d'expertise. Aussi sur les suppléments, principalement la créatine. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme podcast ? Côté musculation, il y a le podcast de Revive Stronger, donc Steve Hall, qui accueille beaucoup d'intervenants très intéressants également. Donc c'est à la fois les intervenants entraînement et les intervenants nutrition. C'est plutôt axé musculation, bodybuilding, mais on peut en tirer beaucoup de choses. Alexandre nous a aussi parlé du podcast de Lab Code Fitness. Il y a certains épisodes sur Spotify, ils y sont pas tous, mais vous les trouverez tous sur le site Lab Code Fitness. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moi j'aimais bien aussi School of Calisthenics, donc c'est plus deux gars, deux anglophones qui parlent pas mal de calisthénie, donc c'est assez intéressant. Mais je connais School of Calisthenics, j'ai écouté certains de leurs podcasts, j'ai regardé certaines de leurs vidéos, mais je trouve que c'est un peu trop pour les débutants et c'est un peu trop axé autour de la culture de la calisthénie que vraiment la performance, la physiologie, l'entraînement. Mais bon, si t'aimes bien écouter un peu des trucs dans ce domaine-là, tu vois, ça, il te parle quand même
de calisthénie, donc ça fait toujours plaisir à écouter aussi. Ouais, voilà, c'est Voilà, divertissant à ce sujet-là, quoi. ouais, après, il y avait aussi celui qui a interviewé, il y avait pas mal avec, attends, c'était celui qui a interviewé un peu le mec de Gymnastic Bodies, la coach Summer. Je crois qu'il y avait un gars qui avait fait quand même pas mal d'épisodes. GMB, là, GMB, ils ont fait pas mal d'épisodes, non? JMB, de quoi tu parles? Je ne sais pas. Comment tu écris ça? Ouais, je vais essayer de regarder. C'est GMB. Ah, ok, ah oui, bah oui, ok, d'accord. Euh, Je suis un connard, je commençais à écrire un J alors qu'en fait J c'est J. ouais. Oui, donc c'est Gymnastic Bodies qui ont un forum aussi d'ailleurs. Ouais, je crois qu'ils ont fait Gymnastic Bodies podcast. Ils avaient fait. Je crois que je les ai écoutés il y a un petit temps, mais pendant ce moment-là, on écoute. Ouais, non, c'était peut-être pas. Je sais plus, mais c'était. Il y avait quand même deux, trois petits trucs comme ça. Si vous tapez Coach Summer podcast, vous allez tomber sur pas mal de podcasts, genre des mecs de calisthenics qui interrogent Coach Summer, qui est le fondateur de Gymnastic Bodies. Il y a quand même du bon à prendre. Ah oui, il y a le Iron Culture Podcast, qui est le podcast de Omar Issouf et de Eric Helms. Donc Eric Helms qui est l'auteur des livres de la pyramide là, que je vous ai proposé juste avant, donc de la Muscle and Strength Pyramid. C'est l'auteur de ces livres-là. Et il a le podcast Iron Culture avec Omar Issouf. Ah, C'est un très bon podcast aussi. Ils ont des bons invités. Ils font des podcasts qui durent 2 heures et quelques. C'est excellent. ah. Et un autre dans le même genre francophone, qui est pas très connu du tout, c'est celui de Smart and Strong. Donc c'est un ami à moi qui est haltérophile et powerlifter. Et donc il parle aussi un peu comme nous deux de training. Là ils sont plus dans le powerlifting, mais il a deux, trois intervenants aussi d'autres disciplines. Et il se développe petit à petit aussi. Smart and Strong. Je me remettrai le lien aussi dans la description. Puis voilà, ça, il y a encore plein de trucs. Là, je saurais que je les ai même pas en tête, mais on en écoute tellement. J'ai pas parlé de podcast ou de contenu en français vraiment parce que je trouve que Ouais. sur YouTube, la communauté musculation, entraînement de force francophone se concentre sur les mauvaises choses, se concentre sur la sélection d'exercices, Ouais. se concentre sur la contraction volontaire, se concentre sur les compléments. Ouais. Moi, j'aime quand même C'est pas du tout bien. le plus important. Je sais pas si t'as déjà écouté l'atelier Fit. Ouais, Donc, en prépa physique, ils sont quand même sympas. Ils se concentrent quand même. Ils essaient quand même de s'inspirer pas mal de ce qui se passe ailleurs. Et ils ont quand même pas mal de background aussi. Donc, je trouve que c'est quand même sympa aussi à écouter. ouais, ça fait toujours du contenu sur un sujet qui nous intéresse globalement, ouais. Ouais. Donc voilà, on a cité pas mal de petites sources. Si on en retrouve encore, on peut une qu'on a loupée qui est très très importante. On vous la mettra en description. Exactement. Donc voilà, maintenant on va passer aux dernières questions plus personnelles pour notre ami Morgan. Donc il y a Nicolas qui te demande ton max au squat. How much do you squat, bitch? Alors Nicolas, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur mon max au squat. Mon max au squat était de 132 kg. Donc squat barre haute, hein, je fais pas de squat barre basse. C'est assez peu vu le volume de mes jambes. On m'a encore fait remarquer ce matin que j'avais pas un gros max vu le volume de mes jambes parce que je m'entraîne assez peu pour la force. Et je me suis longtemps entraîné pour l'hypertrophie, donc pour mes jambes, et même principalement au poids de corps. Donc j'ai pu gagner beaucoup de volume musculaire sur mes jambes, mais assez peu de force parce que je travaillais pas avec des intensités suffisantes pour vraiment gagner en force sur mon squat. Mais je prévois de faire monter mon squat et sur le long terme, j'aimerais bien avoir un jour un squat à 2 fois mon poids de corps. Donc je fais en ce moment 80 kg. Donc j'aimerais avoir dans dans beaucoup de mois ou peu d'années un squat, une répétition à 160 kg. Ce serait un petit objectif sympathique. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. J'entraîne uniquement mes jambes pour l'hypertrophie et un petit peu pour la force, mais là, ils sont plutôt en maintenance actuellement. Ouais, Je les tu m'avais entraîne dit, hein. que une fois par semaine. Ouais. Donc ça c'est dur de monter son maxi avec une fois semaine, je pense. Mais après, Ça peut fonctionner si vraiment on y est dédié, mais du coup, faut faire que de la force, faut faire que de l'hypertrophie, puisqu'avec une fois par semaine, il y a zéro moyen qu'on progresse efficacement sur les deux à la fois. yes, yes. Et encore dans le même registre, comment avoir les mêmes mollets que toi? Alors, comment avoir les mêmes mollets que Morgan Bernardo, aka Morgan Bear, sur Instagram? Mon seul exercice mollet, et j'en parlais au début avant
avant qu'on enregistre avec Alexandre, mon seul exercice mollet, c'est un exercice qui, je pense, c'est un exercice que j'ai inventé, je crois. Ça consiste à faire les mollets donc en bilatéral, les deux jambes à la fois, sur un Le- step, mais en étant quand même un street lifter, en mettant une ceinture de ST et en chargeant comme ça du poids. Donc vous avez votre ceinture de ST qui est à la taille, vous êtes sur votre step, vous pouvez vous tenir à quelque chose pour l'équilibre, c'est recommandé. Vous vous mettez sur un step pour avoir plus d'amplitude, donc que la cheville puisse descendre en dessous de la pointe des pieds. Et c'est comme ça que je réalise des extensions mollets. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je les fais pas en unilatéral? Pourquoi je les fais pas sur une machine? Je les fais pas sur une machine parce que je veux pouvoir les faire n'importe où et que si la machine est prise, je veux pas attendre. Et je pourrais les faire en unilatéral avec un haltère dans la main, mais c'est plus rapide de les faire en bilatéral. J'ai pas de souci d'asymétrie pour l'instant et je trouve ça extrêmement fun de les faire avec une ceinture de ST. Voilà, parce que j'adore les dips ST, les tractions ST. Donc les jours où j'en ai pas, je me réconforte quand même en faisant Street lifter des dans la... mollets Street lestés avec une lifter dans ceinture la... brogue. C'est Ça terrible. s'appelle le Morgan Calf Raises. Mais je ferai une vidéo à ce sujet parce que c'est vraiment c'est un exercice qui requiert peu de matériel. Je ferai une belle vidéo avec un titre du type les médecins détestent cet exercice mollet ou quelque chose du genre. le, le- le seul exercice Ou mollet dont vous avez besoin. voilà, c'est l'exercice mollet dont vous avez besoin. Vous ne devinerez jamais quel exercice mollet j'ai utilisé pour avoir ces J'ai mollets pris, énormes. j'ai pris 50 centimètres de mollet en 2 semaines. Une belle vidéo du type pour vous montrer mon exercice secret que là je vous livre en exclusivité. Je ferai une vidéo à ce sujet-là parce que franchement c'est un exercice assez pratique et assez fun. C'est assez simple pour se lester. On peut se lester jusqu'à beaucoup avec une ceinture. Donc pas besoin de faire ses mollets à la presse ou quoi que ce soit. Les mollets à la ceinture, c'est extrêmement cool. Ouais, c'était comme les squats, les belt squats, là, la ceinture. Ouais, mais Ça, c'est c'est un peu plus complexe le bell squat parce plus que complexe. ça se charge bien plus. Faut se mettre peut-être entre deux box. Mais par contre, le bell squat, quand vous avez vraiment une machine à bell squat, et c'est rare les salles qui ont des machines à bell squat, ça peut bien fonctionner parce que ça stimule correctement vos cuisses en limitant le stress sur le bas du dos. Ouais, ce qui peut être intéressant pour nous, parce qu'on a beaucoup de fatigue à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions du podcast. On a critiqué la routine, c'était sympa. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser déjà des questions si vous en avez, à nous envoyer votre routine par message privé ou dans la description. Essayez de nous les transmettre, qu'on puisse en avoir quelques-unes en réserve pour les prochains podcasts. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker notre contenu et à l'écouter, tout simplement. Et voilà, Si vous êtes là, vous l'avez écouté sûrement. si vous voulez le partager, n'hésitez pas à nous taguer en story. Voilà. Montrez au monde entier que vous écoutez ce podcast génial qui est notre podcast, le seul et unique podcast scientifique sur les calisthénie en France. En vrai, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est les seuls à faire un podcast Déjà sur sur la calisthénie. calisthénie, ouais, et puis scientifique. Honnêtement, je connais pas. Si vous qui m'écoutez, vous en faites un, envoyez, pas du tout. Envoyez-le nous, Ouais. chers collègues. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On a pris un petit peu en compte vos remarques au niveau de la clarté de l'épisode critique maroutine, de la partie critique maroutine. J'ai essayé d'être un peu plus clair. On n'a fait qu'une routine et pas deux pour pas que ça prenne bien trop de temps. Je pense qu'on a bien répondu en détail aux questions que vous nous avez posées. Comme a dit Alexandre, posez-nous vos questions en commentaire si vous en avez. Et sinon, le prochain épisode arrive, je sais pas, d'ici une semaine et demie, 2 semaines. On vous tiendra au courant. L'avenir nous le dira. Allez, c'était tout pour cet épisode. Salut les gars. Salut à tous!